Livrés à eux-mêmes sur une île éloignée, des chevaux luttent pour prendre la tête du troupeau. Mais comme la lande où ils s'ébattent, ces vestiges du passé font face à un avenir incertain. Sur les côtes accidentées de la rive est du Canada, un écosystème aussi riche que délicat prospère aux confins du continent. Bienvenue dans l'Est sauvage. Au large de la côte sud de Terre-Neuve, s'étend un archipel de 8 îles, connu sous le nom de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une colonie française en Amérique du Nord. Le long d'une fine bande de dunes, une créature majestueuse caracole en liberté. Ces troupeaux de chevaux ont colonisé l'une des îles de l'archipel, la presqu'île de Langlade. Ces créatures à moitié sauvages semblent sorties tout droit du passé, d'une époque antérieure à la domestication. Tous ces chevaux ont pourtant un propriétaire. Mais au printemps, ces gracieuses montures sont libérées de leurs écuries hivernales et relâchées dans la nature. Les 6 prochains mois, elles auront l'océan Atlantique pour seule clôture. Chaque année, les chevaux sont un peu plus nombreux sur l'île. Ce poulain passe son premier été en liberté. À 3 ans, ses jambes font déjà 90% de sa taille adulte, même si lui ne fait qu'un tiers de sa taille définitive. Plus tard, il pourrait atteindre une demi-tonne. Le poulain gagne en indépendance. Dès qu'ils viennent au monde, les chevaux occupent une place prédéterminée dans la hiérarchie de la horde. Le poulain fait partie de la même caste que sa mère. Son arrivée au printemps excite la curiosité des autres membres du troupeau. Dans les troupeaux sauvages, il arrive que l'étalon dominant tue les poulains qu'il n'a pas engendrés. Alors les juments sont instinctivement très protectrices avec leurs petits. Avec le temps, le poulain apprendra à se débrouiller tout seul, en observant sa mère et les autres membres de la horde. Mais il devra aussi maîtriser les subtilités du protocole équin et accepter d'être remis à sa place par les anciens. À l'état sauvage, le poulain serait chassé du troupeau par l'étalon une fois sevré vers l'âge de 3 ans. Cette démonstration de force est aussi un moyen de se prémunir contre la consanguinité. Mais ce poulain sera castré, ce qui stoppera sa production de testostérone. Son agressivité s'en trouvera grandement diminuée, tout comme les problèmes de reproduction au sein du troupeau. Les règles du jeu sont différentes pour ces chevaux à moitié sauvages. Ils sont domestiqués et le troupeau regroupe des hongres, des juments et des étalons. Mais sauvages ou non, les chevaux recherchent instinctivement la protection du troupeau contre les prédateurs, tels que les loups. Même ici, à Langlade, où cette menace n'existe pas, ils vivraient mal la solitude. Les chevaux sont des animaux craintifs qui fuient à la moindre menace. Ils sont si sensibles aux dangers potentiels que quand on leur montre des photos d'hommes en colère, leur rythme cardiaque s'accélère. À l'état sauvage, une jument guiderait le troupeau au jour le jour vers les meilleurs pâturages et les points d'eau. Dans cette horde à moitié domestiquée, c'est un vieux hongre qui joue ce rôle. La taille n'est pas le seul critère,
car ce hongre possède une qualité essentielle pour les chevaux, l'expérience. Les chevaux de Langlade ne passent que la moitié de l'année ensemble, ce qui rend le troupeau plutôt versatile. Cette jument pie conteste l'autorité du hongre noir. Il trouble la sérénité de la horde en essayant de l'entraîner derrière elle. Le pouvoir pourrait bien changer demain. Des colons sont arrivés sur cette île avec leurs chevaux il y a 500 ans, vivant des produits de la pêche. Les eaux entourant Saint-Pierre-et-Miquelon sont parmi les plus poissonneuses au monde. Sous la surface, la morue de l'Atlantique remonte les courants océaniques. Pesant entre 3 et 30 kg, voire même 45 pour la plus grosse, la morue de l'Atlantique est le poisson le plus commercialisé au Canada. Que ce soit à travers les fish and chips ou la bonne vieille huile de foie de morue, ce poisson joue un rôle essentiel dans la vie des Canadiens. Or, les eaux du département d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon abritent l'une des plus vastes concentrations de morue de la planète. Et ces phoques en sont parfaitement conscients. Protégés du froid par une couche de graisse de 10 cm, ces animaux semi-aquatiques pêchent dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord à longueur d'année. Sous l'eau, ils utilisent leurs longues moustaches pour détecter les vibrations des poissons alentour. Elles sont si sensibles que, comme l'ont découvert les scientifiques, la perte de la vue n'affecte en rien les qualités de chasseur d'un phoque. À la surface, un animal emblématique du Canada pêche également dans les eaux françaises. Au printemps, il faut nourrir les oisillons. Et une famille de huards peut engloutir une demi-tonne de poissons en 15 jours. Un chiffre pourtant infime, comparé à la production annuelle de la pêche à la morue. Dans les années 60, au pic de cette industrie, 2 millions de tonnes de morue étaient pêchées chaque année. La prospérité de cette activité a accéléré le développement de ce territoire d'outre-mer. Avec comme conséquence la destruction de la majeure partie des forêts de l'archipel. Aujourd'hui, par un étrange coup du sort, les plaines désolées de Langlade, avec leurs nombreux pâturages et points d'eau, ressemblent étrangement au territoire originel des chevaux qui s'y ébattent. Il n'y avait jamais eu de chevaux à Saint-Pierre-et-Miquelon, quand les premiers bateaux de pêche accostèrent sur l'archipel. Pendant 4 siècles et demi, ces animaux furent indispensables à la vie de ces îles. Désormais, ces bêtes de trait ne servent plus qu'au loisir. Les chevaux sont le symbole du destin de Saint-Pierre-et-Miquelon. Des vestiges d'une ère révolue. La horde semi-sauvage regroupe plusieurs espèces, dont quelques Shetland. Même si les différents troupeaux semblent faits de briques et de broc,
ils ne sont pas épargnés par les luttes de pouvoir. Pour maintenir l'ordre au sein du groupe, les chevaux ont recours à un langage subtil, dont le sens varie selon celui qui s'exprime. Les jeux des adolescents sont un entraînement au futur combat, mais difficile de les distinguer des vraies luttes de pouvoir des adultes. Pour se dire bonjour, on se renifle les naseaux, un délicat témoignage d'affection. Les chevaux tissent des liens étroits, qui prévalent parfois sur leur loyauté au groupe. Mais ils peuvent aussi se montrer versatiles. Et les amitiés ne durent pas toujours éternellement. La nature changeante de ces relations a conduit certains chercheurs à comparer la vie d'un troupeau à un véritable roman feuilleton. Et comme dans tout bon roman feuilleton, celui-ci regorge de luttes de pouvoir et de conflits en tout genre. Mettez deux chevaux ensemble, et l'un essaiera immédiatement de prendre le pas sur l'autre. À Langlade, la nourriture est abondante. Mais tout le monde n'est pas invité à la table. Ce cheval est l'un des seuls vrais étalons de l'île. D'un simple mouvement de queue, il ordonne au cheval B de se trouver un autre pâturage. Le B l'ignore. L'étalon s'éloigne, pour l'instant. Mais dès que l'intrus baisse sa garde, l'étalon l'attaque par derrière et lui mord la croupe. Les gesticulations de ce genre sont instinctives pour les étalons. À l'état sauvage, il aurait la charge de protéger son troupeau des dangers extérieurs, mais aussi de tenir ses rivaux à l'écart de son harem de juments. Il n'y a ni rivaux ni prédateurs ici, mais l'instinct perdure. À 3 ans, le poulain n'est pas encore sevré. Il faudra attendre encore 1 an pour que son régime alimentaire soit entièrement composé d'herbes. À la différence de la plupart des ongulés, les chevaux ne sont pas ruminants. Ils ne disposent pas de l'estomac à 4 poches des vaches et d'autres herbivores. Leur système digestif est proche du nôtre, à ceci près que l'essentiel de la digestion se produit dans les intestins et non dans l'estomac. En effet, leurs boyaux ne font que 4 fois les nôtres, alors qu'ils mangent 10 fois plus. Ainsi, au lieu d'ingérer d'énormes repas qui distendraient leur petit abdomen, ils mangent à longueur de journée. Mais leurs sabots doivent supporter ces 15 ou 17 heures passées à brouter. Comme nos ongles, la plante du sabot est constituée de kératine et ne cesse donc de pousser. Quand ils ne peuvent pas les limer sur des surfaces dures, le sabot doit être ferré. Des sabots trop fragiles ou trop longs finiraient par se fendiller. Les fers à cheval permettent donc de renforcer et protéger la plante des pieds. Par crainte d'être vulnérables, les chevaux ne s'étendent presque jamais. Mais ils y sont parfois forcés, pour soulager un mal de dos ou se gratter. Même s'ils sont capables de dormir debout, ils ont besoin d'être totalement relâchés pour entrer dans une phase de sommeil paradoxal, et doivent donc s'allonger. Mais il leur suffit de 10 minutes pour y parvenir. Ces insomniaques se contentent donc de petites siestes d'1 quart d'heure et ne dorment au total que 2h30 par jour. Pendant des siècles, la pêche à la morue fut le poumon de Saint-Pierre et Miquelon.
et les pêcheurs étaient habitués au spectacle familier des grands cormorans côtoyant des phoques sur les rochers battus par le ressac. Mais ces oiseaux dégingandés ne sont pas les bienvenus ici. Les cormorans ont acquis une mauvaise réputation, largement imméritée parmi les pêcheurs, amateurs ou professionnels, pour qui ces oiseaux sont des concurrents féroces. Les cormorans, pensent-ils, sont trop gourmands. Même si les scientifiques rejettent largement ce mythe populaire, des colonies entières furent dans le passé décimées pour lutter contre l'appétit supposé de ces volatiles. En effet, les cormorans ne mangent qu'un demi-kilo de poisson par jour. Cela peut sembler beaucoup, mais ce n'est rien comparé aux 2 millions de tonnes de poissons tirés des eaux chaque année durant les grandes années de l'industrie de la morue dans les années 60. Au début des années 90, la morue de l'Atlantique fut déclarée hautement vulnérable. Et les Canadiens interdirent sa pêche dans l'Atlantique Nord. Malgré ce moratoire, les populations se reconstituent péniblement. Car il n'y a pas assez d'individus en âge de se reproduire, c'est-à-dire de 6 ans ou plus. Mais pourquoi les pêcheurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs chevaux sont-ils restés? Parce que l'État français soutient activement le dernier bastion de ce qui fut autrefois son immense empire nord-américain. Il paie même la note pour le vétérinaire qui vient faire ses visites une fois par semaine. Même si le sol de Saint-Pierre-et-Miquelon est impropre aux cultures céréalières, la lande désolée est recouverte d'herbes grasses. Et les chevaux ne sont pas les seuls à s'en repaître. Les moutons sont les herbivores les plus communs sur l'archipel. Il y en a plus de 500 ici. Eux dont la population mondiale avoisine les 1 milliard. Élevés autant pour leur viande que leur laine, les moutons furent l'un des premiers animaux domestiqués par l'homme. Ces bovidés sont malins et capables de mémoriser l'apparence de 50 de leurs congénères. Leur cerveau présente les mêmes structures neuronales que le nôtre dans le processus de mémoire. Leurs yeux, situés sur le côté du crâne et dotés de grandes pupilles rectangulaires, leur permettent de voir à 360 degrés. Mais un intrus semble s'être glissé dans le troupeau. Cette alpaga, une créature hautement grégaire originaire d'Amérique du Sud, s'est trouvée de curieux colocataires dans l'Atlantique Nord. Les alpagas font d'excellents gardes du corps pour les troupeaux de moutons. Ils peuvent se montrer très agressifs à l'égard des canidés et chassent renards et loups à coups de sabot. Comme le mouton, l'alpaga, le plus petit des camélidés, est élevé pour sa laine. Celle-ci est utilisée pour produire le tissu du même nom, semblable à la laine de mouton, en plus doux et hypoallergénique. Sans la morue, l'agriculture n'est que l'un des moyens imaginés pour relancer l'économie de l'île. Des moutons, des prés à perte de vue, des herbes hautes. L'île est un vrai paradis pastoral. Et cerise sur le gâteau, elle est entourée de plages de sable fin. Un petit bout de France en Amérique du Nord. En attendant que les stocks de morue se reconstituent, les autorités de Saint-Pierre-et-Miquelon espèrent que le tourisme compensera l'écroulement de la pêche. Les responsables touristiques locaux n'ont donc guère intérêt à dissiper les légendes qui entourent les chevaux sauvages de l'Anglade. Même s'ils peuvent gambader tout l'été,
les chevaux doivent partager l'île avec les hommes. Ces bêtes fougueuses sont imprévisibles. Et un rien peut réveiller leur instinct profondément enfoui. Quand le danger pointe, leur réaction initiale est la fuite. La moindre petite frayeur pousse le troupeau à se tourner vers son leader. La jument Pie a tenté tout l'été de bousculer l'ordre hiérarchique. Son heure est peut-être venue. Elle suit le vieux hongre comme son ombre. Mais c'est l'expérience qui prévaut. Et le hongre sort vainqueur de la course. Il prend la tête de la horde qui le suit docilement. Il gardera son statut jusqu'à la fin de l'été. Mais qui sait ce que lui réservera l'année à venir? Saint-Pierre-et-Miquelon est la dernière colonie européenne d'Amérique du Nord. Pendant 5 siècles, la morue a attiré ici des gens du monde entier. Aujourd'hui, c'est encore sur les animaux que comptent les locaux pour attirer les visiteurs. L'hiver approche, et après son premier été en liberté, le poulain rejoindra bientôt le confort de l'écurie. Il reviendra l'année prochaine, plus grand, plus fort, plus au fait des us et coutumes de la horde. Au plus profond des eaux baignant l'archipel, les morues reprennent des forces. Pour ces terres témoins d'une époque révolue, il est temps de galoper vers un nouvel avenir dans l'Est sauvage.